Vous avez certainement entendu parler de ces fameuses enquêtes PISA organisées par l'OCDE qui tous les 3 ans évaluent les performances des élèves de 15 ans dans 3 disciplines, les mathématiques, les sciences et la lecture. Les performances PISA d'un élève sont exprimées sur une échelle de points de 0 à 1000, arbitrairement normalisée de telle sorte que la moyenne internationale soit égale à 500 et que l'écart type soit de 100 points, ce qui signifie que 2/3 des élèves se situent dans une fourchette de 400 à 600 points. Généralement, à l'occasion de la publication des résultats PISA, nos journaux nous présentent des graphiques comme celui-ci. On y voit les pays d'Europe occidentale classés en fonction de leur score PISA moyen, ici en mathématiques. Les commentateurs attirent alors notre attention sur le fait que la Flandre, indiquée par la flèche supérieure et le sigle VLG pour Vlaamse Gemeenschap, caracole en tête de ce classement alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit se contenter d'une position médiane. Vous entendrez ensuite les ministres de l'éducation de ces différents pays ou de ces différentes régions se glorifier d'avoir gagné 2 ou 3 places dans le classement, à moins que ce ne soient les porte-paroles de l'opposition qui soulignent, au contraire, le recul de quelques places. Pourtant, si l'on prend un peu de recul par rapport à ce graphique, ce qui frappe surtout, c'est le peu de différence entre les pays. Si l'on accepte la Grèce, qui, je vous le rappelle, a connu une sévère austérité budgétaire dans l'enseignement au cours des dernières décennies, tous les pays se situent à peu près dans un mouchoir de poche, avec des moyennes très proches de 500 points. Il suffirait à la Fédération Wallonie-Bruxelles de gagner ou de perdre 5 petits points sur 1000 pour monter ou descendre de 3 places dans ce classement. Lorsqu'on sait que ces scores moyens sont inévitablement sensibles à la façon dont on fait passer les tests aux élèves ou à leurs habitudes d'être confrontés à ce genre d'épreuves ou encore au programme d'enseignement des pays, on conviendra que ces classements internationaux des performances sont à prendre avec de très grosses pincettes. Là où les enquêtes PISA deviennent plus intéressantes et plus crédibles, c'est lorsqu'on s'en sert pour mesurer non plus les performances moyennes des élèves, mais les écarts de résultats. Pour construire ce graphique-ci, nous avons calculé le score moyen, toujours en mathématiques, des 25% d'élèves les plus performants et celui des 25% les moins performants. Ce que présente le graphique, c'est l'écart entre ces deux groupes. Et là, surprise, cette fois la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont plus très éloignées l'une de l'autre. À vrai dire, nous partageons, avec la France et l'Allemagne, le statut de système éducatif aux résultats les plus inégaux en Europe. On remarque aussi que cette fois-ci, les différences entre les pays sont déjà un peu plus importantes. Mais attention toutefois, le fait qu'il y ait des différences de performance entre les élèves n'est pas forcément le signe d'une injustice. Les élèves ont sans doute des dispositions différentes à la naissance, les hasards de la vie, des maladies, des séparations, des accidents peuvent aussi influencer leur scolarité. Les inégalités ne deviennent réellement des injustices, des iniquités qu'à partir du moment où elles se trouvent corrélées à des facteurs externes comme le genre, garçon-fille, l'ethnie, le statut d'immigration, l'origine sociale, et ainsi de suite. Voici quelques exemples d'iniquités relevées pour les scores en mathématiques au niveau européen. Tout à gauche, vous remarquez la différence entre les performances des filles et des garçons. Comme on s'y attendait peut-être, les résultats en mathématiques sont meilleurs pour les garçons que pour les filles. Signalons tout de suite que si l'on avait pris les scores en lecture, on aurait observé le contraire. Les filles y sont généralement meilleures que les garçons. Ces écarts varient avec le temps, en général en faveur des filles, ce qui montre que leur origine n'est sans doute pas liée à des facteurs innés, mais plutôt d'ordre culturel. Je pense par exemple à la sorte de jeu que l'on propose aux filles et aux garçons. La deuxième série de 3 résultats sur notre graphique est un autre grand classique, le statut d'immigration. De nouveau, le graphique est sans surprise. Le score PISA des autochtones est en moyenne sensiblement plus élevé que celui des enfants issus de l'immigration. Pourquoi en est-il ainsi ? On pense généralement aux différences de maîtrise de la langue maternelle.
aux différences culturelles par rapport à la scolarité, etc. Nous y reviendrons. Voyons maintenant l'un des prédicteurs les plus puissants de performance scolaire, le niveau de diplôme de la maman. Entre un élève dont la mère a achevé l'enseignement secondaire général et celui dont la maman n'a pas achevé l'école primaire, on observe un écart moyen d'une centaine de points. Pareillement, dans le graphique suivant, on relève 50 points d'écart entre les élèves dont le papa travaille à temps plein et ceux dont le père est chômeur. Le graphique suivant pourrait vous sembler complètement incongru. Il compare les performances des élèves avec le nombre de salles de bain que compte leur domicile. Faudrait-il donc imaginer que la bosse des mathématiques se développerait avec la propreté corporelle? Cela semble tout à fait loufoque. Quoique, on pourrait envisager sérieusement une sorte d'effet Pygmalion. À leur corps défendant, l'instituteur ou le professeur ont tendance à anticiper le destin social des élèves de leur classe. À partir de la perception de leur tenue vestimentaire, du soin corporel, de la façon de s'exprimer, ils tendent ensuite, involontairement sans doute, à adapter le niveau d'exigence de leur enseignement à cette réalité. Mais bien sûr, ça n'est pas l'explication principale. Celle-ci réside évidemment dans le niveau socio-économique de la famille. Les familles riches ont en moyenne plus de salles de bain, et les enfants des familles riches réussissent aussi mieux à l'école. Nous avons donc ici un superbe exemple d'une corrélation qui ne se traduit pas par un lien de causalité directe. L'explication doit être cherchée dans une variable externe, à savoir le statut socio-économique des élèves. Si cela nous semble évident, c'est parce que personne ne peut sérieusement croire à un aussi puissant effet direct des salles de bain sur les résultats. Malheureusement, nous n'avons pas toujours le même réflexe de prudence. Quand nous avons parlé de l'immigration, avez-vous envisagé que, là aussi, l'explication pourrait bien se situer dans cette variable cachée, le statut socio-économique, plutôt que dans des aspects linguistiques ou culturels. Nous aurons donc la même prudence par rapport au dernier de ces 6 petits graphiques, car la langue maternelle est, elle aussi, comme vous le savez, liée au statut social. Nous voici donc au cœur de notre sujet, les inégalités sociales de résultats scolaires. Sur ce graphique, chaque petit point représente un élève belge ayant participé à l'enquête PISA 2012. Ces points sont disposés selon 2 axes. L'indice socio-économique des élèves sur l'axe horizontal et leur score PISA en mathématiques sur l'axe vertical. Au fait, comment établit-on cet indice socio-économique? On ne peut pas demander à un élève de 15 ans combien gagnent ses parents ou quel est le montant de leur compte en banque, au Luxembourg. En revanche, on peut leur demander, car ils savent généralement quel est le diplôme et quelle est la profession de leurs parents. Cependant, cela ne suffit pas. Peut-être vous êtes-vous demandé, à la dia précédente, pourquoi on demandait aux élèves combien leur domicile comptait de salles de bain. Eh bien, cette question fait partie d'une centaine de questions du même genre dans les enquêtes PISA. Quelle est la marque et le modèle de la voiture de ton papa? Combien de fois avez-vous été en vacances à l'étranger? En avion, en train, en voiture, à l'hôtel ou en camping, etc., etc. Aucune de ces questions prises isolément ne donne une information très précise sur le statut socio-économique. Mais en les recoupant, on finit par avoir une vue très fiable et à pouvoir ainsi constituer un indice de richesse familiale qui, combiné avec la profession et le diplôme des parents, permet finalement de construire le fameux indice ESCS pour Economic, Social and Cultural Scale. Revenons à notre graphique. On observe 2 choses. Premièrement, que la tendance générale du nuage de points est de s'élever vers la droite. Cela signifie que, statistiquement, plus on est originaire d'une famille aisée, plus il est probable qu'on ait de bons scores en mathématiques à 15 ans. La ligne rouge, qui s'appelle la droite de régression, traduit cette tendance générale. Mais la deuxième chose qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de relation mécanique automatique entre l'origine sociale et les points. À droite, on voit des élèves de familles très riches avec des indices socio-économiques proches de 2 qui ont des performances médiocres aux alentours de 400 points. C'est normal, n'oublions pas que l'échantillon PISA est représentatif des jeunes de 15 ans. Certains sont scolarisés dans l'enseignement spécialisé, par exemple, mais ils doivent répondre aux mêmes questions que les autres. Inversement, il y a des élèves d'indice socio-économique -2, donc très très pauvres, qui se payent des scores de 600 points ou plus.
Voilà au moins deux aspects qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut mesurer l'équité des différents systèmes éducatifs. Premièrement, une variation de l'indice socio-économique entraîne-t-elle en moyenne une forte ou une moins forte variation des performances scolaires? En d'autres mots, quelle est la pente de cette droite rouge que l'on voit sur le graphique? Et puis deuxièmement, les points sont-ils plus ou moins dispersés de part et d'autre de cette ligne rouge? En d'autres mots, l'origine sociale intervient-elle plus ou moins fortement dans la détermination des résultats? Voici ce que donne une comparaison internationale de la première de ces deux mesures. Nous avons calculé le score moyen, en mathématiques toujours, des 25% d'élèves les plus riches et celui des 25% d'élèves les plus pauvres. Et ensuite, nous avons mesuré l'écart entre ces deux niveaux de performance. Plus cet écart est grand, plus la différence de performance liée à l'origine sociale est élevée. Et il n'y a malheureusement pas photo. Les deux systèmes éducatifs belges sont, avec la France, les champions de l'iniquité. Remarquez bien qu'ici, les pays ne sont plus dans un mouchoir de poche, comme lorsqu'on a comparé leurs performances moyennes. En matière d'équité, les différences entre la Belgique ou la France d'une part, l'Islande, la Norvège ou la Finlande d'autre part, cette différence est énorme, du simple au double. Dans ce graphique-ci, ce que nous comparons, c'est la dispersion des points par rapport à la droite de régression rouge du graphique en nuage de points. Les valeurs élevées indiquent une plus faible dispersion. C'est à nouveau en France, en Fédération Wallonie-Bruxelles, que les écarts de performance entre élèves sont les plus fortement liés à leur origine sociale. En Islande ou en Norvège, cette liaison est 3 fois plus faible. Dans ce graphique, comme dans le précédent, nous n'avons retenu que les pays d'Europe occidentale et nous n'avons examiné que les mathématiques. Dans le graphique suivant, nous étendons le regard à l'ensemble des pays européens et nous calculons pour ces pays un indice d'équité qui prend en compte les 3 disciplines, mathématiques, sciences et lecture, et qui synthétise 3 différentes façons de calculer l'équité, dont les 2 que nous venons de voir. Nous avons cette fois été dépassés par le Luxembourg, parce qu'il a de très mauvais scores d'équité en lecture, et rejoint ou dépassé par 3 pays de l'Europe de l'Est, Hongrie, Tchéquie, Bulgarie, mais nous restons malheureusement toujours bien parmi les systèmes les moins équitables. Remarquez au passage que cet indice d'équité synthétique est négatif. Un indice 0, ce serait un pays où l'origine sociale n'aurait aucun impact sur les scores PISA des élèves. Un tel pays n'existe évidemment pas. Tordons tout de suite le cou à une croyance solidement ancrée chez certains. Non, l'équité sociale dans l'enseignement ne s'accompagne pas forcément d'un nivellement par le bas. Le graphique montre que les pays les plus équitables ont plutôt des scores moyens supérieurs à ceux des pays les moins équitables. Nous allons maintenant tenter de répondre à cette question cruciale. Comment se fait-il que notre enseignement belge, francophone ou flamand, se classe si mal en matière d'équité? Cette question est évidemment inséparable d'une autre question. Pourquoi les enfants des classes populaires ont-ils plus de mal à l'école que les autres? Passons en revue quelques hypothèses d'explication. La première de ces hypothèses devrait vous étonner, voire vous choquer. Que certains enfants soient génétiquement avantagés sur d'autres, admettons-le. Mais qu'une telle inégalité de capacité intellectuelle soit liée à l'origine sociale, c'est difficile à admettre. Et pourtant, il existe tout un courant de pensée dans la psychologie cognitive qui soutient cette thèse. Selon ce courant, les personnes plus intelligentes ont plus de chances de réussir dans la vie et transmettront donc à leurs enfants non seulement un capital en euros, mais aussi leur gène de l'intelligence. Et ainsi, de génération en génération, l'intelligence innée se trouverait statistiquement de plus en plus corrélée avec la richesse financière, ce qui expliquerait les inégalités sociales à l'école. Je ne crois évidemment pas à cette thèse, mais je dois admettre qu'elle est plus difficile à démonter qu'il n'y paraît. Seulement, je rappelle que notre questionnement n'était pas « pourquoi y a-t-il des inégalités sociales dans les performances scolaires ?», mais bien « pourquoi ces inégalités sont-elles plus grandes chez nous, en Belgique, qu'ailleurs ?» Et là, la génétique ne sert plus à rien, car il n'y a évidemment aucune raison qu'une hypothétique ségrégation sociale des hypothétiques gènes de l'intelligence serait plus forte chez nous qu'ailleurs.
Exit donc cette thèse douteuse, mais les hypothèses suivantes sont un peu plus sérieuses. On pourrait par exemple imaginer que les inégalités de revenus seraient plus grandes chez nous qu'ailleurs. Dès lors, les inégalités de performance liées à l'origine sociale pourraient également être plus élevées. D'autres pensent que si nos systèmes éducatifs peinent à être équitables, c'est parce qu'ils souffrent plus que, par exemple, les pays nordiques, de la charge d'une immigration importante. Une fois examinés ces deux facteurs externes, il faudra bien nous résoudre à étudier aussi l'effet de l'organisation et du financement de nos systèmes éducatifs, ainsi que de la pédagogie que l'on y pratique. Voyons tout cela en détail. Les inégalités de revenus sont-elles plus grandes chez nous qu'ailleurs? Eh bien non. Si l'on observe par exemple le rapport entre les revenus des 20% les plus riches et ceux des 20% les plus pauvres, ce rapport s'établit à 7,8 en Roumanie, 7,5 en Espagne, 5,4 en Allemagne. Mais en Belgique, il n'est que de 3,9, c'est à peine plus que celui de la Finlande ou de la Norvège. C'est le même niveau que celui de la Suède. Même si tous ces chiffres sont probablement sous-estimés, cela veut tout de même dire que nos systèmes de redistribution fiscale et de sécurité sociale sont relativement efficaces. Mais cela veut surtout dire qu'on ne peut pas invoquer le fait que nous aurions plus d'inégalités de richesse ou plus de richesse et de pauvreté extrêmes pour expliquer nos mauvais scores en matière d'équité scolaire. Serait-ce alors le grand nombre d'enfants issus de l'immigration qui expliquerait cette iniquité scolaire belge? Comme le montre ce graphique-ci, la Fédération Wallonie-Bruxelles fait effectivement partie des systèmes d'enseignement qui comptent le plus grand pourcentage d'enfants issus de l'immigration, plus de 20%. Par contre, la Flandre, qui a un enseignement tout aussi inégalitaire que le nôtre, compte moins d'immigrés que la Suède et pas beaucoup plus que la Norvège, qui est un champion de l'équité. Mais on voit aussi que les deux autres champions de l'équité, la Finlande et l'Islande, ont très peu d'élèves d'origine étrangère. Il est donc difficile de juger sur cette seule base. Nous avons vu que les enfants issus de l'immigration réussissent moins bien à l'école que les autres. Mais nous savons aussi qu'il fallait être prudent, parce que la variable immigration est corrélée à l'origine sociale. La question est donc, les moins bons scores PISA des enfants d'origine immigrée sont-ils le résultat de leur pauvreté ou de caractéristiques spécifiques à l'immigration comme la langue ou la culture? Eh bien, le graphique que je vous montre maintenant apporte une réponse. La ligne pleine représente l'évolution des points en mathématiques en fonction de l'origine sociale pour les autochtones, et le triangle noir représente, sur les mêmes axes, la position moyenne des enfants immigrés de deuxième génération. Et que voit-on? Que le triangle est presque situé sur la ligne. En d'autres mots, à origine sociale égale, les élèves issus de l'immigration et les autochtones ont des performances PISA à peu près identiques. Pour le dire autrement, prenez un fils d'ouvrier non qualifié belge et un fils d'ouvrier non qualifié marocain, et bien statistiquement, les performances scolaires de l'un et de l'autre seront à peu près équivalentes. Le triangle est tout de même situé légèrement en dessous de la ligne, ce qui veut dire qu'il y a tout de même un petit effet dû à des facteurs comme la langue ou d'autres. Pour en avoir tout à fait le cœur net, nous avons eu recours à une méthode drastique. Nous avons appliqué littéralement le programme de l'extrême droite nazie européenne et avons expulsé tous les élèves issus de l'immigration de notre statistique. Expulsés virtuellement, s'entend. Nous les avons simplement retirés de la base de données PISA, puis nous avons recalculé l'inégalité sociale des performances. Les barres représentent les écarts de points en mathématiques entre quartiles socio-économiques extrêmes. Les barres grises sont calculées en prenant tous les élèves, les barres noires en ne retenant que les élèves autochtones. Le classement est effectué sur base des barres noires. Et qu'est-ce que cela change? Rien du tout. Vous aurez beau expulser tous les immigrés et leurs enfants, les systèmes éducatifs de France et de Belgique resteront désespérément les plus inéquitables d'Europe. Et donc l'explication
ou plutôt la tentative d'explication de notre iniquité scolaire par des taux d'immigration importants, cette explication ne tient tout simplement pas la route. Il est temps de nous tourner vers d'autres explications, en particulier celles qui examinent le mode d'organisation, de structuration de notre enseignement. Une piste intéressante s'ouvre à nous pour cela. La Belgique n'est pas seulement championne en inégalité des performances, mais aussi en ségrégation scolaire. Ces deux graphiques vont nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Chaque point ne représente plus ici un élève, mais un établissement scolaire qui a participé au test PISA. Les écoles sont rangées horizontalement en fonction de l'indice socio-économique moyen de leurs élèves et verticalement en fonction de leurs points en mathématiques. À gauche la Belgique, à droite la Finlande. Que montre cette comparaison? D'abord qu'en Belgique, les points sont beaucoup plus dispersés, aussi bien horizontalement que verticalement. Nous avons beaucoup d'écoles ghettos de pauvres, vers la gauche du graphique, ou des ghettos de riches, vers la droite. En Finlande, les écoles sont beaucoup plus concentrées. Et comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas parce qu'il y aurait moins d'écart entre riches et pauvres en Finlande qu'en Belgique. On voit aussi que nos écoles de riches ont des performances moyennes très élevées, souvent au-dessus de 600 points, alors que les écoles de pauvres sont toutes sous les 500 et souvent sous les 400 points. N'y aurait-il donc pas de très bons ou de très mauvais élèves en Finlande? Et si, mais ils sont dans les mêmes écoles que les autres. On voit donc une double ségrégation, typique de l'enseignement belge. La ségrégation académique, correspondant à la dispersion verticale sur ce graphique, et la ségrégation sociale, dispersion horizontale. Pour mesurer la ségrégation sociale, nous avons calculé le pourcentage d'élèves qui, dans chaque pays, fréquentent une école ghetto, c'est-à-dire une école avec une très forte concentration d'enfants pauvres ou une très forte concentration d'enfants riches. Le classement est sans appel. Avec 49% d'enfants en école ghetto, nous sommes quasiment les champions européens, et la Flandre ne fait guère mieux avec 43%. Au contraire, les pays dont l'enseignement est le plus équitable, comme la Norvège, la Finlande, l'Islande, sont aussi ceux où la ghettoisation sociale des écoles est la plus faible. Une fois de plus, il n'est pas inutile de rassurer ceux qui craindraient qu'une déségrégation ne conduise à un nivellement par le bas. Ce graphique montre que, bien au contraire, les systèmes éducatifs les moins ségrégateurs, à gauche, affichent les meilleures performances moyennes au test PISA. Mais beaucoup plus forte encore est la corrélation négative entre le degré de ségrégation sociale et l'équité des systèmes d'enseignement que l'on peut observer sur ce graphique. Il n'y a aucun doute possible. Plus de ségrégation sociale s'accompagne quasiment systématiquement de moins d'équité sociale. Le nombre indiqué en haut à droite, 44,9%, s'appelle le coefficient de détermination statistique. Il signifie que 44,9% des différences entre les pays européens en matière d'équité sont liées au degré de ségrégation des écoles dans les différents pays. Il nous faut toutefois rester prudents et se souvenir qu'une corrélation n'implique pas automatiquement une relation causale dans un sens ou dans l'autre. On peut évidemment émettre l'hypothèse que la mixité sociale bénéficie surtout aux enfants des milieux les plus pauvres et qu'elle favorise ainsi une plus grande égalité des résultats scolaires. Mais on pourrait aussi imaginer, à l'inverse, que dans les pays où les écarts de performance scolaire entre classes sociales sont moins grands, les parents auraient moins tendance à rechercher une école de l'entre-soi, une école socialement homogène. Ou encore, on pourrait se demander si la cause n'est pas externe, si les pays qui favorisent la mixité ne seraient pas aussi, pour des raisons politiques et idéologiques par exemple, ceux qui favorisent l'équité. Nous avons donc d'une part l'observation dans nos systèmes éducatifs belges d'une grande inégalité sociale des performances, et d'autre part le constat d'une double ségrégation. Nous allons maintenant tenter d'établir les liens de causalité entre ces réalités et aussi identifier des causes externes. Soulignons tout d'abord que
quel que soit le système éducatif, un certain degré d'inégalité sociale des performances scolaires est tout à fait inévitable, parce que les enfants riches et pauvres ne bénéficient pas du même soutien dans leur rapport à l'école et au savoir scolaire, des mêmes possibilités d'aide à domicile, des mêmes conditions de travail. Quand on lui demandait pourquoi les enfants des classes populaires échouaient si souvent à l'école, le sociopédagogue français Bernard Charlot avait coutume de répondre que cette question était mal posée. Ce qu'il faut se demander, disait-il, c'est pourquoi les enfants des classes privilégiées réussissent-ils à l'école? Et la réponse alors est très claire, parce qu'ils trouvent, en dehors de l'école, tout ce dont chaque élève a besoin pour avancer et progresser, mais que l'école ne lui apporte pas, faute de temps, faute de volonté et faute de moyens. Savez-vous quelle est la catégorie professionnelle dont les enfants réussissent le mieux à l'école? Ce ne sont pas les chefs d'entreprise ou les notaires, mais les enseignants. Pour une raison fort simple, en rentrant à la maison, leur enfant trouve un précepteur privé qui a le même horaire de travail qu'eux, qui a la formation adéquate et surtout qui connaît bien les règles du jeu scolaire. Cela veut dire que lorsque le gamin ou la gamine rentre en disant « Aujourd'hui, je n'ai rien à faire », on lui dira d'abord « Ben chouette alors », puis « Mais montre-moi tout de même ton journal de classe », et puis enfin « Et si on en profitait pour réviser ce calcul ou cette dictée qui t'a posé tellement de problèmes ?» Si une certaine inégalité sociale des résultats est inévitable, alors il est également inévitable que la ségrégation sociale se transforme en ségrégation académique. Si vous concentrez dans certaines écoles les enfants qui ont le moins de soutien à domicile, vous allez forcément obtenir des écoles dont le niveau moyen sera plus faible qu'ailleurs. Mais comme nous l'avons déjà indiqué, il est également probable que la ségrégation sociale et académique renforce à son tour les inégalités de résultats. La question de quelle est la relation causale principale reste donc pour l'instant ouverte. Une des causes externes de ségrégation sociale auxquelles on pense spontanément, c'est évidemment l'existence d'une ségrégation sociale résidentielle. Il semble assez évident que si les riches et les pauvres vivent dans des quartiers différents, les écoles de ces quartiers auront forcément des compositions sociales différentes. Voici une carte de Bruxelles qui illustre cela. À gauche, les quartiers ont été colorisés en fonction de leur indice socio-économique moyen. Au centre de ces quartiers, en rouge, les quartiers populaires, dans la périphérie bruxelloise, en bleu, les quartiers riches. Sur la carte de droite sont représentées les écoles primaires. Au centre, les écoles ghetto très pauvres, puis une ceinture d'écoles socialement mixtes, puis de grosses écoles riches et enfin, dans le sud-ouest, de petites écoles riches, ce qui est le luxe suprême. Il y a donc très clairement une corrélation entre la ségrégation résidentielle, sur la carte de gauche, et la ségrégation sociale des écoles sur la carte de droite. Cependant, de nombreuses études, comme celle menée par Bernard Delvaux et Elis Seraglioglou en 2014 sur Bruxelles, ont montré que la ségrégation scolaire est plus forte que la ségrégation résidentielle. En d'autres mots, les pauvres des quartiers mixtes et les classes moyennes des quartiers pauvres ne vont souvent pas à l'école de leur quartier. Il doit donc exister d'autres facteurs que les inégalités de quartier qui engendrent ou renforcent les inégalités sociales ou académiques entre écoles. Nous allons cette fois devoir identifier des facteurs internes propres à l'organisation des systèmes éducatifs. Le premier de ces facteurs est l'existence de filières plus ou moins séparées et plus ou moins précoces. Chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves suivent en principe un tronc commun d'enseignement jusqu'en deuxième secondaire. Mais il y a déjà des filières de relégation dès le premier degré secondaire. Dans certains systèmes éducatifs, comme ceux des pays de langue allemande, la sélection hiérarchisante est encore plus précoce. À 10 ans, on oriente les enfants vers la Hauptschule, la Realschule, le Gymnasium. Au contraire, dans les systèmes d'enseignement des pays nordiques et de certains pays latins, on organise un tronc commun jusqu'à 15 ou jusqu'à 16 ans. Il va de soi que ces filières, forcément hiérarchisées, engendrent de la ségrégation académique. C'est même leur raison d'être. Mais en fait, elles font aussi de la sélection sociale, comme le montre le graphique suivant. Voici la répartition des élèves de 15 ans dans les filières d'enseignement selon leur origine sociale. Chaque colonne
représente un décile de la population. Le premier décile, à gauche, ce sont les 10% d'élèves issus des familles les plus pauvres. À droite, le 10e décile, ce sont les plus riches. Que voit-on ? Au premier décile, les élèves de l'enseignement ordinaire se répartissent à peu près à parts égales entre le général, le technique, le professionnel et le premier degré. Donc ceux qui ont redoublé 2 ou 3 fois et n'ont pas encore été orientés, mais qui se retrouveront sans doute demain dans l'enseignement professionnel. Et plus de 10% d'entre eux fréquentent l'enseignement spécial. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, au 10e décile, tout à fait à droite du graphique, plus de 85% des élèves sont scolarisés dans l'enseignement général à 15 ans. Une bonne dizaine de pourcents sont dans l'enseignement technique, et quelques pourcents sont en retard au premier degré, mais presque personne ne fréquente l'enseignement professionnel. On préfère généralement faire redoubler son enfant que de l'envoyer là dans le professionnel. Et il n'y a presque personne dans le spécialisé non plus. Ainsi, les filières d'enseignement, mais aussi l'enseignement spécialisé, fonctionnent chez nous comme des instances de ségrégation, non seulement académique, mais sociale. La pratique plus ou moins intensive et plus ou moins précoce du redoublement est une autre forme de ségrégation académique. Comme vous le savez sans doute, la Fédération Wallonie-Bruxelles est véritablement une championne en son domaine. À l'âge de 15 ans, près d'un élève sur 2 a redoublé au moins une fois. Mais ce taux de redoublement moyen cache une réalité plus grave encore pour les enfants des classes populaires. Sur ce graphique-ci, les taux de redoublement à 15 ans ont été représentés en fonction de l'indice socio-économique. La ligne supérieure pour la Fédération Wallonie-Bruxelles montre que le risque de redoublement varie énormément selon l'appartenance sociale des élèves. De 20% au 10e décile, les plus riches, on grimpe à 70% chez les plus pauvres. Au 4e décile, on flirte encore avec les 65%. Cela signifie que pour les enfants des familles populaires, le redoublement n'est pas une exception, mais la norme. Celui qui n'a jamais redoublé à 15 ans fait figure de bête rare dans son milieu, chez ses amis. Comment, dans ces conditions, peut-on encore soutenir que le redoublement serait nécessaire pour soutenir la motivation des élèves ? Ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il suffirait de supprimer du jour au lendemain tous les redoublements. J'en viens maintenant à l'une des caractéristiques structurelles les plus typiques de l'enseignement belge, qu'il soit flamand ou francophone, le quasi-marché scolaire. On parle d'un quasi-marché scolaire lorsque l'enseignement est organisé à peu près sur le modèle d'un libre marché. Celui-ci se caractérise d'abord par une liberté de l'offre. En Belgique, tout le monde peut créer une école. Bien sûr, il y a des règles à respecter en matière de locaux, d'encadrement, de socle de compétences, etc. Mais cela est vrai sur tous les marchés. Les automobiles aussi doivent respecter des normes de sécurité, les fromages doivent subir les contrôles de l'AFSCA, et ainsi de suite. La deuxième condition d'un marché, c'est la liberté de choix du client. En Belgique, les parents sont à peu près libres d'inscrire leur enfant dans l'école de leur choix. La seule réelle exception à cette règle concerne la première année de l'enseignement secondaire où nous avons le décret inscription. Mais même là, ce sont tout de même d'abord les parents qui formulent leurs préférences et au final, plus de 95% d'entre eux obtiennent l'école de leur premier choix. Troisièmement, sur un marché, l'offreur est rétribué proportionnellement à la quantité de biens ou de services qu'il parvient à vendre. Dans l'enseignement belge, de même, plus une école recrute d'élèves, plus elle touchera de subventions de traitement et de subsides de fonctionnement. Quatrièmement, et c'est une conséquence des points précédents, sur un marché, les acteurs sont en compétition. Il y a d'une part la concurrence entre les offreurs, c'est-à-dire dans notre cas la concurrence entre les écoles et entre les réseaux pour recruter des élèves, et d'autre part il y a la concurrence entre les clients. Je dois me rendre tôt sur mon marché de Nivelles pour avoir de bons chicons bio, de pleine terre, et bien de même les parents sont en concurrence pour avoir une place dans certaines écoles. Enfin, si l'on parle de quasi-marché scolaire et non de marché tout court, c'est parce que le client, les parents, ne payent pas directement le vendeur, contrairement aux autres marchés. Ils payent le vendeur, l'école, via l'impôt, c'est-à-dire que l'État intervient comme tiers payant. Voyons maintenant comment le quasi-marché scolaire peut influencer la ségrégation dans l'enseignement. Quand on doit choisir une école pour son enfant, que fait-on ?
On va demander conseil à ses amis, aux membres de sa famille, à ses collègues. Or, il se fait que vos amis, vos frères et sœurs, vos collègues, appartiennent souvent à un milieu social ou culturel proche du vôtre. Ainsi, la ségrégation sociale des écoles tend-elle à se reproduire et à se renforcer automatiquement par l'action du libre choix parental. Et lorsque les parents ne se laissent pas guider par la recherche d'un entre-soi socio-culturel, ils chercheront tout de même à trouver une école dont le niveau, réel ou supposé, correspond aux aptitudes réelles ou supposées de leur enfant. Ce faisant, le libre choix contribue évidemment à reproduire la ségrégation académique, c'est-à-dire à concentrer les meilleurs élèves dans certaines écoles et les autres dans d'autres écoles. Les premières sont alors appelées de bonnes écoles et les autres des écoles de la deuxième chance. Ce n'est pas tout. Les parents des classes moyennes et des classes supérieures ont aussi une meilleure connaissance du système éducatif que les autres. Ils sauront mieux tirer leur épingle du jeu de l'offre scolaire complexe qui se présente à eux. Ainsi, leurs choix contribueront à transformer les inégalités de niveau des écoles en inégalités sociales. Les parents de différentes appartenances sociales ont aussi des attentes différentes envers l'école. Les uns veulent qu'on prépare leur enfant à parcourir les filières les plus prestigieuses de l'université. Les autres sont déjà heureux si l'école inculque un peu de discipline et le goût du travail à leurs rejetons. Ces différences se traduisent par des choix pédagogiques différenciés de la part d'écoles qui ont des publics socialement différents. Bref, le quasi-marché scolaire entretient ce cercle vicieux où les ségrégations sociales et académiques s'alimentent mutuellement. Enfin, il ne faut pas négliger l'action des réseaux. Historiquement, en Belgique, comme dans beaucoup de pays, l'enseignement privé ou libre était plutôt l'enseignement des riches et l'enseignement public celui des pauvres. On n'en est heureusement plus tout à fait là aujourd'hui, mais il reste des séquelles bien nettes de cette ségrégation sociale par les réseaux. Aujourd'hui, les élèves de 15 ans dans l'enseignement libre comptent 31% d'enfants du quartile socio-économique le plus riche et seulement 19% du quartile le plus pauvre. Dans l'enseignement officiel, tout réseau confondu, cette proportion s'inverse, 18% d'enfants du quartile supérieur et 32% d'enfants du quartile inférieur. Ainsi, aujourd'hui encore, les réseaux contribuent à entretenir la ségrégation sociale dans notre école. J'en reviens un instant à ce schéma. Nous avons identifié des facteurs structurels, quasi-marché, filière, redoublement, qui caractérisent l'enseignement belge et qui alimentent potentiellement les deux formes de ségrégation. Mais nous restons avec notre question. Est-ce que ces facteurs structurels peuvent aussi expliquer les inégalités sociales de résultats scolaires? Car en fin de compte, c'est cela qui nous préoccupe. Peu importe finalement que les enfants de riches et les enfants de pauvres soient mélangés ou non à l'école, si cela ne devait pas avoir d'influence sur l'équité de l'enseignement. Voyons ce qu'il en est. Pour répondre à cette question, nous avons pris 3 facteurs caractéristiques d'un quasi-marché: la liberté de choix des parents, l'existence de réseaux concurrents, la liberté de recrutement par les écoles, et nous les avons combinés en un indice unique qui constitue l'axe horizontal de ce graphique. Remarquez la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se situent parmi les pays où les systèmes d'enseignement, où le libre marché est le plus marqué, c'est-à-dire vers la droite du graphique. Notre axe vertical, lui, c'est l'indice d'équité sociale de l'enseignement que nous avons rencontré au début de cette conférence. Et que voit-on? Que les pays s'alignent de façon bien disciplinée du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit du graphique. En d'autres mots, plus il y a de quasi-marché scolaire vers la droite, moins il y a d'équité vers le bas. Le coefficient de détermination statistique de 34% signifie que 34% des différences entre pays européens en matière d'équité éducative s'expliquent par ce marché scolaire. Vous noterez peut-être qu'un pays fait un peu bande à part, les Pays-Bas. Il se trouve que l'échantillon PISA des Pays-Bas n'offre pas de garantie de représentativité suffisante. Dans ce pays, les écoles ont été libres d'accepter ou de refuser de participer à l'étude et un trop grand nombre d'entre elles ont refusé pour qu'on puisse encore garantir l'échantillonnage. On peut même supposer que les écoles au public les plus difficiles sont justement celles qui auront le plus souvent refusé. Ceci fausse probablement le résultat en matière d'équité, sans doute trop optimiste.
Si on élimine les Pays-Bas du calcul, alors le coefficient de détermination grimpe à 45%. Disons donc, pour rester prudent, que notre piètre position en matière d'équité s'explique pour 34 à 45% par le quasi-marché si typique de l'enseignement belge. On peut dès lors se poser la question s'il est bien raisonnable, dans le pacte d'excellence, de prétendre s'attaquer aux inégalités sociales à l'école sans rien entreprendre contre le marché scolaire. Pareillement, si l'on met en relation les politiques de sélection plus ou moins précoces et plus ou moins importantes avec l'équité des systèmes d'éducation, on constate une très forte corrélation avec 41% de variance expliquée. Sans les Pays-Bas, on monte même à 46%. On pourrait se dire qu'en additionnant les 34 à 45% liés au quasi-marché et les 41 à 46% liés à la sélection précoce, on arriverait à 75 à 90% des écarts en matière d'iniquité expliqués par ces deux facteurs générateurs de ségrégation, mais ce serait évidemment oublier que ces deux facteurs sont aussi corrélés entre eux. Les pays qui ont un long tronc commun sont souvent aussi ceux qui ont un système d'enseignement avec essentiellement un réseau public, peu de compétition et peu de marché scolaire. Néanmoins, lorsqu'on combine l'ensemble des structures ségrégatives que sont le quasi-marché et l'orientation précoce, on arrive tout de même à une corrélation très forte. 44% des différences intra-européennes en matière d'équité scolaire sont dues à la combinaison de ces deux facteurs, et jusqu'à 55% si on exclut les Pays-Bas de la statistique. C'est tout simplement énorme, et c'est la raison pour laquelle notre association, l'Appel pour une école démocratique, a toujours souligné qu'on ne peut pas lutter contre les inégalités sociales dans l'enseignement belge sans de profondes réformes structurelles. J'y reviendrai dans un instant. Je tiens à insister sur une conclusion très importante de ce que nous venons de voir. Dans ce schéma, nous nous demandions si les inégalités sociales de performance, à droite, étaient juste une cause supplémentaire de la ségrégation sociale dans l'enseignement ou aussi une conséquence de cette ségrégation. Eh bien, les graphiques que nous venons de voir ne laissent aucun doute à ce sujet. L'existence de réseaux concurrents, le libre choix, la filiarisation précoce, tout cela est le résultat de choix politiques qui datent souvent de plusieurs décennies. Ça ne peut donc en aucune façon être la conséquence de l'inégalité sociale des résultats. En d'autres mots, la relation causale principale dans notre schéma va bien de la gauche vers la droite et pas le contraire. Il nous faut encore ajouter un facteur structurel à ce schéma, le financement. En effet, le niveau de financement détermine directement une variable très importante, le taux d'encadrement. On peut en effet supposer que s'il y a de temps à consacrer à chaque élève, alors ils pourront mieux apporter à chaque enfant ce soutien et cette aide individualisée dont, pour reprendre l'expression de Bernard Charlot, dont tous ont besoin, mais que certains reçoivent hors de l'école et d'autres pas. Ceci est attesté par différentes études portant sur l'impact du nombre d'élèves par classe sur la qualité des apprentissages. La plus célèbre est probablement l'étude américaine STAR, qui a examiné la scolarité de 6000 élèves de l'État du Tennessee que l'on a placés durant leurs 4 premières années d'études dans des petites classes de 14-16 élèves avec des enseignants choisis au hasard. Leur parcours et leur progrès scolaire ont été comparés à ceux d'un groupe témoin de 6000 autres élèves scolarisés dans des classes de taille ordinaire, c'est-à-dire 22 à 25 élèves par classe. En 4e année primaire, donc l'année où tous ces enfants se sont retrouvés dans des classes identiques, les élèves qui avaient commencé leur scolarité dans des petites classes avaient en moyenne 6 mois d'avance en mathématiques sur le groupe témoin. En lecture, l'avance était de 9 mois. On aurait pu imaginer que, une fois regroupés dans des classes identiques, l'avantage des uns allait progressivement s'amenuiser. Or, il n'en est rien. En 8e année, par exemple, l'équivalent de notre 2e secondaire, l'avance en mathématiques avait doublé, passant à 12 mois, et l'avance en lecture était passée à 13 mois. Encore 2 ans plus tard, on observait que les élèves qui avaient commencé en petite classe présentaient un taux de retard scolaire de 16,7% contre 43% pour le groupe témoin.
le taux de décrochage était de 1,8% pour le groupe petite classe contre 8,5% chez les autres. Le nombre de journées d'absence annuelles pour 100 de ces adolescents était 2 fois plus faible chez les élèves initialement scolarisés en petite classe. Ce n'est évidemment pas parce qu'ils étaient en meilleure santé, mais parce qu'ils résistaient mieux à l'envie de profiter d'un gros rhume pour ne pas aller à l'école. Et puis enfin, la cote en mathématiques passait de 62 à 73. Cette étude a aussi montré que ce sont les enfants de milieux populaires qui profitent le plus largement de ce début de scolarité en petits groupes. Pas étonnant si l'on se souvient que c'est là, dans les toutes premières années d'école, que se construit un rapport positif à l'école et au savoir. Le niveau de financement est-il un élément important pour comprendre nos mauvais résultats en matière d'équité scolaire? En d'autres mots, notre pays dépense-t-il moins que les autres pour l'enseignement? Comme le montrent ces deux graphiques, nous ne nous situons pas dans les pays qui dépensent le plus, mais pas non plus dans les mauvais exemples de la classe européenne. Les dépenses publiques totales par élève ou par étudiant, à gauche, sont dans la moyenne, à peu près au même niveau que l'Islande et la Finlande. Mais cette moyenne cache deux choses. Premièrement, le fait que nous dépensons relativement moins pour l'enseignement primaire et davantage pour le secondaire. Cela résulte de la filiarisation précoce, puisque l'enseignement technique et professionnel est plus coûteux que le général, et ça résulte aussi des taux de redoublement élevés dans le secondaire. Le deuxième fait important, c'est que la moyenne belge camoufle une importante disparité régionale. Les dépenses par élève en Flandre sont à peu près 20% supérieures à celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le graphique de droite se concentre sur l'enseignement primaire et présente le niveau de financement par élève rapporté au PIB par habitant. Il s'agit d'un indice dont la moyenne européenne vaut 1. On voit que la Flandre se situe 13% au-dessus de cette moyenne européenne, mais tout de même en dessous du niveau de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, du Danemark ou du Royaume-Uni. En revanche, la Fédération Wallonie-Bruxelles se situe 6,5% en dessous du niveau moyen européen. Lorsqu'on ajoute le niveau de financement et la pratique du redoublement au modèle de régression que nous avons présenté plus haut, avec les structures ségrégatives, la variance d'équité expliquée passe de 44 à 53% avec les Pays-Bas et de 55 à 67% si on exclut les Pays-Bas de la statistique. Finalement, qu'avons-nous montré? Que les différences entre les pays européens en matière d'équité sociale des résultats scolaires s'expliquent au moins pour moitié, et peut-être pour 2/3, par des différences structurelles, réseau, libre choix, filière, par la pratique du redoublement également, et par le niveau de financement de l'enseignement. Au contraire, les différences intra-européennes en matière d'immigration ou d'inégalité des revenus expliquent à peine quelques 3% des différences scolaires. Et le reste? Eh bien, une partie des 30% d'explications manquantes réside sans doute dans la ségrégation résidentielle, qui est plus forte chez nous que, par exemple, dans les pays scandinaves. Ceux-ci ont en effet une politique urbaine davantage orientée sur la mixité sociale des quartiers. Et puis, bien entendu, il y a les différences en matière de pratiques pédagogiques, qui sont beaucoup plus difficiles à cerner et à mesurer. Attention à bien comprendre ce que tout cela veut dire. Les inégalités de revenus ne sont-elles responsables que de 3% des inégalités sociales à l'école? Non, mais elles n'expliquent que 3% des différences entre les pays européens dans ce domaine, ce qui peut fort bien signifier que leur impact est énorme dans tous les pays, parce que les inégalités de revenus existent malheureusement partout. Les statistiques que nous venons de présenter ne disent pas « voilà comment éliminer l'inégalité sociale dans l'enseignement », mais elles ne disent pas « voilà comment éliminer l'inégalité sociale dans l'enseignement », mais elles nous disent « voilà ce qu'on pourrait faire pour atteindre au moins le niveau des pays les moins inéquitables en Europe. » Et donc, que pourrait-on faire? Voici ce que propose notre association, l'APED, en matière de lutte contre les inégalités sociales à l'école. Premièrement, il faut réduire fortement les effectifs des classes en début de scolarité, pour les raisons déjà indiquées.
la construction d'un rapport positif à l'école, de bonnes habitudes de travail dès le début de la scolarité. Deuxièmement, il faut s'attaquer aux effets ségrégateurs du marché scolaire, qui se font sentir dès l'école maternelle. Fusionner les réseaux, planifier rationnellement l'offre d'enseignement et réduire l'impact du libre choix des parents. La question du marché scolaire mérite de s'y arrêter un peu plus longuement, car elle est particulièrement difficile dans notre pays. Si les parents sont si attachés à leur liberté de choisir une école, ce n'est pas seulement pour des raisons historiques ou culturelles, c'est aussi parce que les mieux informés d'entre eux, c'est-à-dire les plus instruits, les plus privilégiés socialement, ont une parfaite connaissance du système éducatif et qu'ils savent donc fort bien qu'il y a d'énormes écarts sociaux et académiques entre les écoles. C'est un cercle vicieux. Le libre marché produit de la ségrégation et de l'inégalité, et cette inégalité encourage les parents aisés à s'accrocher au droit de choisir leur école. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux ? Bien, pour commencer, il faut faire ce qui se fait dans presque tous les pays avancés. Au lieu de commencer par demander aux parents de choisir, on commence par leur proposer une place dans une école. Si les parents acceptent l'école proposée, ils n'ont pas d'autre démarche à entreprendre, pas de fil, pas de paperasse. L'inscription est automatique. Et s'ils refusent, alors ils peuvent librement chercher une inscription dans les écoles où il reste de la place. Cette procédure change tout, car elle donne au pouvoir public un levier pour agir sur la composition des écoles. L'idée est en effet que les propositions d'écoles seraient effectuées non seulement en fonction des habituels critères de proximité ou de regroupement des fratries, mais aussi selon un objectif de favoriser la mixité sociale. Il suffira qu'une fraction, probablement la plus défavorisée, des parents accepte l'école proposée pour garantir que toutes les écoles soient plus ou moins mixtes, ce qui par ricochet rendra le libre choix beaucoup moins attrayant pour les autres et les incitera, eux aussi, à accepter l'école proposée plutôt que de prendre le risque de devoir inscrire leur enfant loin de leur domicile. Il va de soi que dans notre esprit, ce système serait mis en œuvre tout au long de la scolarité de tronc commun et pas, comme avec le décret d'inscription, seulement au passage vers le secondaire. La ségrégation et l'inégalité sociale doivent se combattre à la racine. On pourrait se demander si les inégalités sociales entre quartiers riches et quartiers pauvres permettent d'atteindre l'objectif de proposer à chacun une école mixte. Pour répondre à cette question, Bernard Delvaux et moi-même avons effectué une simulation informatique sur la population des écoles primaires bruxelloises. Nous sommes parvenus à répartir les élèves de telle sorte que les écoles ghetto de pauvres, en rouge vif sur la carte de gauche, qui accueillent actuellement 21% des élèves bruxellois, disparaissent totalement. Quant au pourcentage d'élèves en école ghetto de riches, en bleu vif, elles passent de 20% à seulement 6%. On ne parvient pas à les éliminer totalement dans les zones de l'extrême sud-ouest de Bruxelles. Inversement, alors qu'actuellement seuls 34% des élèves bruxellois fréquentent une école réellement mixte, c'est-à-dire dont la composition sociale reflète celle de l'ensemble de la région bruxelloise, ce pourcentage grimpe à 76% avec notre proposition. Et ce résultat est atteint sans augmenter les distances à parcourir entre le domicile et l'école. Aujourd'hui, cette distance est en moyenne de 1,3 km. Eh bien, dans notre simulation, elle descend à 900 mètres seulement. Aujourd'hui, 20% des élèves bruxellois vont à l'école à plus de 2 km de leur domicile et 6% vont à plus de 4 km. Avec notre proposition, il y a 2 fois moins d'élèves qui doivent se rendre à plus de 2 km et plus aucun élève ne doit parcourir 4 km ou davantage pour se rendre à l'école. Revenons à la question « Que faire ?» Sur la double base des moyens supplémentaires et des écoles socialement mixtes, il sera possible d'encourager des pratiques plus inclusives, où l'on remédie immédiatement aux difficultés, où un groupe classe progresse collectivement, où l'échec est rendu exceptionnel et inutile. Et enfin, si tout cela est mis en œuvre efficacement, on devrait pouvoir réduire les écarts entre enfants dans la maîtrise des savoirs au niveau de ce qu'on observe dans les systèmes éducatifs plus équitables à l'âge de 12-13 ans.
On sera alors en mesure de prolonger la durée du tronc commun sans devoir faire du nivellement par le bas et sans devoir infliger à des enfants un niveau d'exigence qui dépasserait leurs capacités. Si l'on compare ces mesures à ce que prépare le gouvernement avec le pacte d'excellence, on peut dire que celui-ci répond à peu près à la moitié de notre programme. L'encouragement des pratiques inclusives et la lutte contre le redoublement font clairement partie des objectifs du pacte. De même, la prolongation du tronc commun est l'une des mesures phares de ce pacte. En revanche, si le pacte prévoit quelques moyens supplémentaires pour les écoles maternelles et primaires, on restera très loin encore des 15 élèves par classe recommandés par l'étude STAR. Quant au marché scolaire, cela reste un tabou. On ne touchera ni au réseau, ni à la liberté de choix des parents. Les optimistes diront donc que le pacte est tout de même un grand demi-pas dans la bonne direction, mais les pessimistes soutiendront qu'on met la charrue avant les bœufs et que la lutte contre le redoublement et le tronc commun seront des échecs si on n'améliore pas au préalable les conditions de travail en début de scolarité et si on ne combat pas d'abord la ghettoisation engendrée par le libre marché scolaire. Je viens de vous infliger une longue, sans doute trop longue, conférence sur les inégalités sociales dans l'enseignement belge. Et tout au long de cet exposé, j'ai supposé implicitement que ces inégalités étaient un mal qu'il fallait combattre. Mais vous seriez en droit de me demander pourquoi ? Pourquoi donc est-il inadmissible que les enfants de différentes origines sociales atteignent des niveaux si inégaux dans la maîtrise des savoirs scolaires ? Après tout, ce n'est pas si évident. Habituellement, on justifie la volonté d'équité sociale à l'école au nom d'un principe inscrit au frontispice de tous les systèmes éducatifs modernes, l'égalité des chances. L'école, dit par exemple notre décret mission, doit, je cite, apporter à tous des chances égales d'émancipation sociale. Au risque de vous choquer, je dois vous avouer que je ne crois pas, mais alors absolument pas, à cette fable des chances égales. Pour une raison très simple, c'est que l'avenir social d'un enfant dépend beaucoup moins de ses prestations scolaires que du compte en banque de ses parents. L'héritage et le mariage sont des instances de reproduction intergénérationnelle des inégalités sociales, autrement plus importantes et plus efficaces que l'école. Peut-être croira-t-on plus pragmatiquement que l'équité scolaire est nécessaire pour amener suffisamment de jeunes au niveau élevé de qualification que réclame de plus en plus l'économie de la connaissance. Mais là encore, je dois vous détromper. Voici la liste des 26 emplois qui ont connu la plus forte croissance en 10 ans aux États-Unis. En rouge, 5 emplois à très haut niveau de qualification, ingénieurs, cadres, informaticiens, chercheurs. En noir, 3 emplois à niveau de qualification intermédiaire, infirmiers, instituteurs, services informatiques. Et en bleu, l'immense masse des emplois non qualifiés, qui ne nécessitent que 48 heures de formation sur le tas. Les travailleurs des fast-foods, les vendeurs, caissiers, agents de sécurité, serveurs, remplisseurs de distributeurs de Coca-Cola. L'explosion de ces emplois faiblement qualifiés dans le secteur des services provoque une véritable polarisation du marché du travail où les niveaux extrêmes de qualification explosent au détriment des niveaux intermédiaires. Dans ces conditions, il n'est guère économiquement rentable de poursuivre une véritable démocratisation de l'enseignement, à moins de ne viser que le partage des compétences de base qui sont nécessaires pour assurer la flexibilité et l'employabilité de tous dans les emplois de tout niveau. Ainsi, pour l'OCDE, cet organisme économique international qui est aussi l'organisateur des enquêtes PISA, je cite, « Tous n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. » En d'autres mots, nous dit l'OCDE, les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains au moins n'aillent pas trop loin, parce que sinon, qui accepterait encore d'occuper les hamburger jobs mal payés et précaires? Ainsi,
ni une prétendue égalité des chances, ni l'évolution actuelle du marché du travail ne justifient de faire des efforts pour une école démocratique, une école égalitaire. Une société inégale n'a pas besoin d'une école équitable. Mais si vous estimez que cette société n'est pas la société idéale, que les crises sociales, climatiques, culturelles, économiques conduisent l'humanité vers toujours plus de souffrances, alors il est urgent de donner à tous les futurs citoyens les armes intellectuelles qui permettent de comprendre le monde et de prendre part activement à sa transformation. Voilà pourquoi il faut l'école équitable, pour que tous soient capables de devenir des citoyens critiques, conscients et actifs. Si nos élèves nous demandent à quoi ça leur sert d'apprendre la géographie, l'histoire, la littérature, les sciences et les techniques, répondons-leur, comme le dramaturge et poète antifasciste allemand Bertolt Brecht le fit dans les années 30, va à l'école sans logis, deviens maître aux miséreux, et toi, qui manques de pain, apprends, dévore les livres ce sont des armes, tu dois devenir celui qui dirige.